thème aujourd'hui, c'est comment concilier production agricole et alimentaire et gestion soutenable de la biodiversité. On parle souvent de sixième extinction au regard de la biodiversité et la question de la biodiversité domestique et la question agricole est au cœur en fait aussi de la problématique de la biodiversité. Et donc on m'a fait remarquer qu'effectivement quand on parle de questions agricoles, c'est autant les champs que en fait c'est comment on peut dire jusqu'à l'assiette, des champs, de la pêche, du filet de pêche également jusqu'à l'assiette. Alors cet événement en fait est organisé notamment afin de présenter le livre blanc qui fait partie de l'initiative COP21, donc qui a été remis à Marie-Hélène Aubert, conseillère COP21 de François Hollande, Stéphane Le Foll, donc le ministre de l'Agriculture, et qui sera prochainement remis également à Ségolène Royal. Voilà, alors pour présenter ce livre blanc, je vais laisser la parole à Yann Maubras. Vous êtes coordinateur initiative de cette initiative et vice-président Agro-Paritech Alumni. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci surtout pour votre présence. Alors, Initiative Climat COP21 a le plaisir de vous accueillir dans le cadre de son cycle de 3 conférences que nous donnons cette semaine au Grand Palais dans le cadre de l'événement Solutions COP21 où vous êtes aujourd'hui en visite. Alors, Initiative Climat COP21, c'est quoi? Qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement une communauté de la société civile, celle des ingénieurs et diplômés du vivant et de l'environnement de France, ceux qu'on appelle par ailleurs les agros ou les agris. Et nous nous sommes mobilisés spécialement pour apporter notre contribution à la COP21 au travers de cette initiative. C'est donc un réseau de 50 000 ingénieurs et diplômés des 9 écoles d'agronomie de France que sont AgroParisTech, Montpellier Supagro, Agro Campus Ouest, NSAIA de Nancy, Purpan de Toulouse, l'ESA d'Angers, l'ISARA de Lyon et l'ISA de Lille, qui, en mettant en œuvre une méthode tout à fait nouvelle d'intelligence collective, a réalisé un livre blanc. Alors, très rapidement, cette méthode a consisté en une plateforme à l'échelle de notre réseau de collecte et de promotion de solutions très concrètes, des actions, des projets, des start-up qui ont été à l'origine de notre réflexion. Le deuxième point, ça a été un cycle de 3 conférences qui se sont passées entre mars et septembre, qui réunissaient des grands témoins issus du monde scientifique, j'en salue un présent ici à cette table, Pierre-Henri Gouillon, de l'entreprise, des acteurs aussi des ONG, et qui rassemblaient toutes les écoles dans les régions à partir d'un centre nodal qui était à Paris, avec une retransmission et une interactivité entre Paris et une dizaine de sites régionaux. Le livre blanc qui est maintenant terminé, je vous le montre, et vous aurez la possibilité d'en avoir un à la fin de la séance, puisque vous avez eu la gentillesse de vous déplacer pour nous écouter, est organisé autour de 3 piliers stratégiques. Le premier pilier, c'est comment peut-on produire aujourd'hui pour vivre plus durablement. Ça traite les thèmes de l'océan et de ses ressources, de la forêt et bien entendu de l'agriculture. Le deuxième pilier, c'est poursuivre la transition énergétique. Ça nous a paru important de nourrir la réflexion de comment produire, il faut de l'énergie, et donc comment produire cette énergie ou réduire sa consommation dans les filières de production et de transformation qui sont relatives au vivant, au sens large, pêche, agriculture, pêche et aquaculture incluses, ainsi que le recours à des énergies de substitution issues des biomasses d'origine agricole, forestière ou aquatique. Et puis le troisième point, toujours dans ce pilier, c'est la réduction des gaz à effet de serre issus des transports dans les industries agricoles et alimentaires. Le troisième pilier, et c'est celui qu'on va traiter aujourd'hui dans cette table ronde, c'est comment concilier la société et le climat, autrement dit, comment réussir une certaine coévolution de la société et du climat. Avant de céder la parole, je voudrais signaler 2 choses importantes. L'angle d'approche qui a été le nôtre, ce n'est pas seulement le changement climatique, mais aussi l'adaptation à ses impacts sur les écosystèmes. Ce qui nous intéresse, nous, les ingénieurs du vivant, ce ne sont pas tant les conséquences géophysiques
et thermiques du dérèglement climatique, mais bien plutôt celle sur les écosystèmes et les services qu'ils fournissent et qui nous permettent tout simplement de vivre. C'est l'alimentation, c'est l'air, c'est l'eau, et c'est ce qu'on appelle le changement global, qui est un concept à nos yeux beaucoup plus large et souvent plus pratique sur un plan opérationnel que le seul changement climatique. Le deuxième point d'attention, c'est le recensement que nous avons fait de plus de 40 fiches projets qui ont toutes un seul objectif commun, c'est l'adaptation au changement global et qui figure à la fin de l'ouvrage. Donc pour en revenir à notre troisième pilier du livre blanc, que signifie concrètement la coévolution de la société et du climat? C'est ce que nous allons voir avec la table ronde d'aujourd'hui. Nous avons choisi d'illustrer ce propos au travers d'une réflexion qui est la suivante. Comment concilier la production agricole et alimentaire et la gestion soutenable de la biodiversité? Pour ce faire, je vais donc passer la parole à Pierre Lefebvre, journaliste, qui va animer, s'il en est besoin, cette table ronde. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour discuter de ce sujet, donc deux invités. André Fougeroux, vous êtes responsable biodiversité chez Syngenta, donc société de semences et donc de produits phytosanitaires. Et Pierre Anguillon, vous êtes professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris et également agronome de formation. Voilà. Donc les semences, c'est la question de la biodiversité domestique, ce dont on va parler, est aussi importante que la biodiversité sauvage. Alors je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on plante un peu le décor et que peut-être, voilà, ce qui paraît peut-être être une évidence l'est pas forcément. Vous n'aurez pas forcément la même définition de ce qu'est finalement la biodiversité. Donc je crois que vous êtes d'accord, Pierre-Henri Guyon, pour pouvoir commencer, nous expliquer qu'est-ce que finalement la biodiversité sans prendre trop de temps. On va essayer d'aborder tous les sujets qu'on a vus. Oui, donc c'est pas très facile de présenter la biodiversité en peu de temps en réalité parce que la biodiversité c'est un concept que je considère comme très très mal compris dans notre société. Il y a beaucoup de gens qui voient la biodiversité comme une sorte de collection de timbres, voilà, des espèces, voilà, une liste d'espèces et puis c'est ça la biodiversité. En réalité, si on regarde un petit peu comment la biologie a évolué depuis le moment où on a défini les espèces, justement au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle c'était simple parce que les espèces elles avaient été créées par le Créateur. Donc c'est la genèse qui a servi de base à notre vision de la biodiversité et d'une certaine façon, on ne s'en est pas encore vraiment débarrassé. On a toujours cette vision de la genèse des espèces créées. Or, le monde vivant est en évolution perpétuelle. Donc il n'y a pas de fixité des systèmes, il n'y a pas de fixité de la biodiversité. On ne peut pas espérer conserver la biodiversité telle qu'elle. La biodiversité, c'est quelque chose qui change tout le temps, c'est la diversité de tous les êtres vivants, qui sont regroupés en races, en sous-espèces, en espèces, en genres, etc. Il y a toute une série de niveaux de vision de la biodiversité. Mais et ça, Darwin l'a vraiment affirmé il y a 150 ans et on ne l'a pas encore vraiment intégré, de la diversité entre deux individus à la diversité entre deux populations, entre deux races, entre deux sous-espèces, entre deux espèces, il y a un continuum de diversité, c'est la même diversité. Il n'y a pas une diversité entre les espèces, une diversité dans les espèces, tout ça c'est la même chose. Et cette diversité, elle change tout le temps. À chaque fois qu'un être vivant meurt, on perd un peu de diversité. À chaque fois qu'il en est un, on en regagne un peu. À chaque fois que deux lignées se séparent un petit peu, ça crée de la diversité. À chaque fois qu'une lignée s'éteint, ça en détruit. Et la biodiversité, c'est la dynamique, c'est un processus dynamique de création constante de formes nouvelles et d'extinction de formes plus ou moins nouvelles d'ailleurs aussi. Donc voilà, c'est ça pour moi le point essentiel à dire, c'est que la biodiversité c'est quelque chose de dynamique, quelque chose qui est un équilibre dynamique, et un équilibre dynamique, vous voyez, comme celui d'un satellite autour d'une planète, eh bien il peut être, vous pouvez avoir un équilibre, simplement ça marche comme celui d'un vélo. Un vélo ça tient que parce que ça bouge. La biodiversité, c'est pareil, ça tient que parce que ça bouge. C'est parce qu'il y a tout le temps des choses nouvelles et des choses anciennes qui s'éteignent que ça marche. Et donc, vous inquiétez pas, je m'arrête. Hein, mais, et donc, on peut, ce à quoi on assiste actuellement, ce n'est pas simplement qu'il y a des extinctions, il y en a tout le temps. C'est le fait que les extinctions ne sont plus compensées par la divergence entre les formes parce que les extinctions sont trop nombreuses, parce que la divergence est rendue difficile. Et donc, on a actuellement une crise, non pas de la perte de choses qui ne bougeaient pas et qui ne devraient pas bouger, mais
d'une dynamique qui est dans une dynamique d'effondrement. Donc vous définissez la biodiversité comme un process. C'est vrai qu'on a tendance à dire les 3 biodiversités, biodiversité spécifique, biodiversité génétique, etc. Ça, pour moi, la biodiversité entre espèces et dans l'espèce, c'est un non-sens absolu depuis Darwin. Ça devrait faire 150 ans qu'on arrête de dire ça, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a que la limite espèce, d'abord c'est une limite absolument arbitraire, hein, on prétend que les espèces ne se croisent pas entre elles, c'est complètement faux, hein, vous savez, tout agronome sait qu'on peut obtenir des hybrides entre une chèvre et un mouton qui ne sont même pas le même genre, c'est pas seulement pas la même espèce, c'est pas le même genre, hein, et que le blé c'est le résultat d'une hybridation entre espèces. En fait, des hybridations entre espèces, il y en a tout le temps, hein, et donc on arrête de nous raconter que les espèces sont des beaux machins bien figés, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, on a tous l'idée de la genèse dans la tête et elle est bien plus présente dans notre vision que l'idée de l'évolution. Alors, on va revenir après dessus. André Fougeroux, alors vous êtes responsable biodiversité chez Syngenta. Qu'est-ce que ça veut dire, de votre point de vue, la biodiversité, donc du point de vue aussi de l'entreprise que vous représentez? Alors, moi, ce que je veux dire, déjà, je vais ne parler que de la biodiversité agricole, ce qui est, j'imagine, pour un spécialiste de la biodiversité, déjà très réducteur. Pour moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire M. Gouillon. La biodiversité, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et donc, nous, une de nos activités, ça va être de gérer ce mouvement, aussi bien que possible. De tenir compte de ce mouvement. Je vous prends juste un seul exemple, les espèces invasives. On a tous les ans des espèces qui arrivent, qui modifient les systèmes agricoles. Encore une fois, je ne parle que d'agriculture, il y a certainement la même chose dans les milieux marins. Et donc nous, notre activité, c'est de répondre aux questions des agriculteurs par rapport à ces changements de biodiversité permanents, comment s'adapter aussi en permanence et rester, comme disait M. Gouillon, sur le vélo sans qu'il se casse la figure. Voilà. Alors comment on fait chez Syngenta justement pour promouvoir cette biodiversité, cette dynamique, ce process dont on vient de parler? Alors, je voudrais rappeler que l'agriculture, elle vit de la biodiversité. En fait, sans biodiversité, il n'y a pas d'agriculture. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on accompagne l'agriculture française sur un certain nombre de points que sont effectivement la sélection des semences pour répondre aux besoins des agriculteurs, l'apport de solutions qui vont limiter les impacts négatifs de certaines espèces de la biodiversité. Donc, et puis le dernier volet, c'est tout ce que nous demandent les agriculteurs autour des aménagements agricoles, les paysages agricoles. Je pense que la France a cette chance d'être une nation extrêmement riche de paysages, extrêmement diverses, et que cette diversité de paysages, d'abord elle a des fondements culturels, hein, ça c'est une chose, mais elle a aussi des fondements liés à l'environnement et à la biodiversité notamment. Donc pour nous, notre activité au jour le jour, si je peux dire, c'est de répondre aux besoins des agriculteurs sur la gestion de leur culture, semences, protection des cultures, et sur la gestion de leur environnement proche. Alors, on va revenir sur la question de la protection des cultures. Pierre-Henri Gouillon, d'abord, je voudrais vous demander, avant, là, on vient de faire une distinction entre biodiversité domestique, donc versus quelque chose qui n'a pas été dit, mais j'imagine c'est la biodiversité sauvage, entre guillemets. Est-ce qu'on peut faire une distinction aussi importante? Et à ce moment-là, quelle est la frontière entre les deux? On peut dire qu'effectivement, bon, il n'y a plus de diversité sauvage en France au sens strict du terme, parce que ça fait belle lurette que même nos forêts les plus profondes sont plantées et gérées. Mais effectivement, il y a quand même des zones qu'on contrôle plus que d'autres, et il est clair qu'on contrôle mieux ce qui se passe dans les champs que ce qui se passe dans des forêts ou dans la garrigue ou dans des zones humides, même si justement, du coup, on essaye de se débarrasser des zones humides parce qu'on aimerait bien tout contrôler et qu'on s'amuse à mettre des aéroports sur ces zones humides super précieuses. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc, effectivement, je pense que dans les milieux agricoles, où on contrôle quand même pas mal de choses, puisqu'on travaille les champs, on sème, on met des produits éventuellement dessus, ou on n'en met pas, enfin, où on met au moins des amendements, etc. Eh bien, là, il y a un contrôle beaucoup plus grand. Et pour moi, il y a un des aspects les plus évidents de la biodiversité agricole, c'est justement la diversité des plantes et des animaux domestiques. Parce que ça c'est nous qui la décidons en quelque sorte, c'est nous qui décidons ce qu'on met comme semences dans les champs, ce qu'on élève comme animaux dans les élevages.
D'accord, alors on va revenir après sur cet aspect-là. André Fougereau, du coup, je voudrais qu'on parle maintenant un peu des produits phytosanitaires. Donc les produits phytosanitaires, ils sont là. Donc vous présentez ça comme un soin pour les plantes. Bon, en même temps, c'est pas très favorable à la biodiversité. Alors, je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire M. Gouillon. Dans un milieu agricole, on a à gérer les deux biodiversités. Vous avez fait une distinction entre biodiversité domestique et biodiversité sauvage. En fait, dans un milieu agricole, ce n'est pas aussi tranché que ça. Je suis sur une exploitation agricole. Vous avez une biodiversité qui effectivement est gérée par l'homme, aussi bien que possible. Et il faut le reconnaître avec un certain nombre d'œillères, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, ne serait-ce que la biodiversité des sols en France. On est quand même on tâtonne beaucoup sur ce volet-là. Et puis, il y a beaucoup d'interactions avec la biodiversité sauvage. Et donc, ça, Donc, il faut préserver cette interaction pour le bien-être du champ des cultures. Alors, il faut la préserver et il faut aussi un petit peu intervenir dessus. Bon, je vous prends un exemple très simple. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la forêt de Fontainebleau. On a beaucoup d'interactions avec les sangliers, par exemple. Bon. Et ce n'est pas une interaction qu'on souhaite spécialement. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'interactions entre la biodiversité sauvage et la biodiversité domestique. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, vous parlez de la protection des cultures. La protection des cultures, c'est une vieille manie de l'homme, si je peux dire. Bon, les vieux écrits remontent à la Chine 500 ans avant Jésus-Christ, où les Chinois intervenaient contre les insectes en utilisant des poudres de pyrètre. Donc voilà, depuis très longtemps, l'homme essaye de protéger ses récoltes aussi bien que possible contre les dégâts d'oiseaux, de ravageurs, d'insectes, de maladies, etc. Donc c'est une vieille demande. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est que la plupart des solutions de protection des cultures, ce sont des dérivés de ce que les agriculteurs utilisaient. Je vous prends un exemple, on parle beaucoup du traitement de semences. Le traitement de semences, il a été découvert par un monsieur qui n'était pas spécialement dans l'agriculture, qui s'occupait de la monnaie à Troyes, qui s'appelait Monsieur Tillet, et qui répondait aux besoins des agriculteurs sur la carie du blé. Les agriculteurs n'arrivaient pas à se débarrasser de la carie du blé. Et donc, il a mis au point une méthode de protection des semences de l'époque qui répondait à cette question-là. Donc, nous, la protection des semences, ça fait partie des demandes des agriculteurs. Après, ça peut être des produits phytosanitaires, mais ça peut être aussi du biocontrôle. Nous, on travaille beaucoup de solutions de biocontrôle. Donc voilà, c'est une biocontrôle. Ou alors ça peut être de la résistance variétale, ou ça peut être des méthodes agronomiques. On a beaucoup de solutions. Biocontrôle. Non, mais juste expliciter, biocontrôle, c'est quoi exactement? C'est les insectes auxiliaires. Alors biocontrôle, bon, c'est un terme un peu anglicisé. Moi, je ne suis pas un grand fan, mais c'est très à la mode en ce moment. C'est ce qu'on appelait traditionnellement la protection biologique ou la lutte biologique. C'est-à-dire on va utiliser des organismes vivants pour contrecarrer les dégâts de maladies, de ravageurs, etc. C'est des organismes qui ne peuvent pas être là naturellement dans le champ? Alors si, alors, on va rentrer dans des détails là, mais il y a deux volets. C'est ce qu'on appelle la lutte par conservation, c'est-à-dire on va essayer de favoriser tous les organismes, sauvages d'ailleurs, entre guillemets, qui sont présents naturellement dans les parcelles ou aux alentours des parcelles. Donc ça, c'est un volet. Et puis, il y a dans certains cas, on va être amené à renforcer, parce que ces organismes n'arrivent pas à juguler le ravageur ou la maladie en question, on va être amené à renforcer par des organismes vivants le milieu naturel ou le milieu cultivé, plus exactement. On va les renforcer avec des organismes biologiques. Voilà. Pierre-Henri Gouillon, on comprend bien la préoccupation pour l'agriculteur d'avoir une récolte qui soit suffisante, de ne pas perdre toute sa récolte parce que tout à coup il y a un insecte qui arrive, qui dévore tout ou qui détruit la récolte. Et puis, mais alors jusqu'où on peut aller en même temps, parce que est-ce que c'est circonscrit simplement à la parcelle qu'on traite? Est-ce que dans le temps aussi il n'y a pas un problème parce que ces produits ne sont pas rémanents? Je reviendrai après vers vous. Est-ce qu'on peut avoir à la fois on va dire un soin des plantes, puisque c'est comme ça que Syngenta appelle l'application de produits phytosanitaires, et en même temps la volonté de préserver la biodiversité dans le champ? Non, je pense qu'on ne peut pas se passer d'aider un peu nos champs cultivés à lutter contre un certain nombre d'organismes qui ont tendance à les détruire. D'ailleurs, même les agriculteurs bio emploient des trucs comme la bouillie bordelaise qui ne sont pas aussi géniaux que ça et qui permettent d'éviter un certain nombre de maladies.
Simplement, effectivement, la quantité de traitement dont on va avoir besoin va dépendre de la façon dont on a traité le champ et dont on a géré la diversité interne du champ. Alors, comme ça a déjà été dit, il y a des auxiliaires naturels qui peuvent être extrêmement utiles. Et une difficulté, c'est que nos connaissances en écologie sont quand même assez limitées et que du coup, actuellement, on intervient quand même un petit peu avec un marteau-pilon, parfois pour écraser un puceron. Et du coup, le marteau-pilon en question, il écrabouille aussi les coccinelles qui auraient été des auxiliaires utiles contre les pucerons, etc. Donc on a actuellement une action qui pourrait être beaucoup plus raisonnée qu'elle ne l'est, disons, en termes écologiques. Il y a eu un des patrons de l'INRA, d'ailleurs, à un moment, qui a dit que l'agronomie devrait devenir la branche appliquée de l'écologie. Et c'est évident, l'écologie, c'est l'étude des rapports entre êtres vivants, en général, avec un aspect évolutif, et l'agronomie devrait appliquer les connaissances écologiques à une bonne gestion des champs. On n'en est pas encore là, en toute sincérité, et nous pouvons battre notre coupe, nous autres alumni de l'AgroParisTech, parce qu'effectivement, c'est pas vers ça que l'AgroParisTech pendant longtemps est allé, même si on a eu René Dumont, etc., des gens qui ont depuis très longtemps tiré la sonnette d'alarme là-dessus. Il y a chez les agronomes, il y a eu une vision extrêmement, alors ce qu'on appelle couramment productiviste, c'est-à-dire l'idée qu'il faut tout homogénéiser, ne cultiver que la meilleure plante dans un sol qu'on contrôle complètement grâce à tous les pesticides et tous les engrais qu'on peut, et puis comme ça on va maximiser la production et tout ira bien. Aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas durable et qu'il va falloir faire autrement. Ceci dit, une des manières de limiter l'apport d'intrants et de pesticides, c'est quand même qu'il y ait de la diversité dans les semences elles-mêmes qu'on sème dans le champ. Parce que si jamais toutes les semences sont les mêmes, c'est clair que dès qu'il va y avoir une attaque un peu spécialisée sur ce génotype-là, il va falloir mettre des pesticides en quantité. Donc ça, c'est pour moi, c'est peut-être un des éléments essentiels qui a à changer dans ce qu'on fait actuellement. Moi, je comprends bien que tout le monde doit soigner les champs, etc., et les plantes. En revanche, si on veut pouvoir les soigner de façon raisonnable, il ne faut pas qu'elles soient trop homogènes. Alors, est-ce qu'on a, André Faugeroux, une perte de biodiversité dans les semences elles-mêmes? On sait que les semenciers produisent des variétés, plusieurs, alors, je ne sais plus, j'ai plus le titre, ça doit être 6000 depuis 40 ans, mais en même temps, sur un même fond en fait, génétique. Donc on a quand même une perte de biodiversité dans les semences que vous produisez. Alors, bon, je ne partage pas tout à fait ce constat, même si je reconnais que dans certains cas, on a réagi. Alors, on parle de semences, mais on peut parler d'arbres fruitiers de la même façon. Bon, pour citer les travaux de l'INRA sur une variété de pommes qui s'appelle Ariane, qui est une variété qui laissait beaucoup d'espoir puisqu'elle était résistante à une grosse maladie des pommes qui est la tavelure. Tout le monde s'était dit c'est formidable, on s'affranchit d'une maladie qui est préoccupante pour tous les arboriculteurs. Manque de chance, cette pauvre variété Ariane, la résistance a été contournée très rapidement. Donc c'est important effectivement d'avoir un pool qui nous permet d'aller chercher des sources de résistance. On s'oriente de plus en plus vers des résistances polygéniques. Je ne suis pas un très grand spécialiste de la génétique, mais des résistances polygéniques, c'est-à-dire au lieu d'avoir une seule source de résistance dans un champ, c'est d'essayer de combiner des sources de résistance. Donc ça, c'est la nouvelle orientation. Et je rejoins l'histoire du marteau-piqueur. J'aime bien cette image-là parce que moi, j'ai une autre image, c'est la boîte à outils. La protection des cultures, ça ne peut pas se faire ni avec un marteau, ni avec un tournevis. Il faut avoir un ensemble de solutions. On le sait que le chimique ne peut pas tout résoudre, le biologique ne peut pas tout résoudre, la sélection variétale ne peut pas tout résoudre. Par contre, si on met tout en bout à bout, dans une démarche raisonnée, on peut commencer à raisonner sur des systèmes plus durables. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous pensez éventuellement à ce qui est le mot cher à Stéphane Le Foll aujourd'hui, l'agroécologie, bien que je ne sache pas très bien ce qu'ils mettent derrière, mais il parle d'agroécologie, mais enfin tout ce qui concerne l'agroforesterie par exemple, remettre une diversité aussi dans les champs quand même. Vous parliez de sauvage entre guillemets dans les champs. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait ce retour? Oui, donc en fait, effectivement, vous avez raison, il faut mettre bout à bout tout un tas d'outils. Donc je vous ai dit agronomie, sélection variétale, lutte biologique, lutte éventuellement chimique, etc. Enfin, il y a tout un tas de palettes d'outils. Ce dont on manque, moi je pense la grande erreur d'une manière générale qu'on a eue en protection des cultures, c'est de croire qu'une seule solution allait tout résoudre.
Et ça, c'est une erreur. Bon, il faut le reconnaître. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et depuis à peu près 40 ans maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de ce qu'on appelle la protection intégrée. C'est-à-dire, on essaye de mettre bout à bout toutes les solutions qu'on a. On n'a pas toujours toute la palette, hein, malheureusement. Mais il faut essayer de trouver ces combinaisons de solutions. Et puis, alors, vous parlez effectivement de l'aménagement du territoire, de l'aménagement des exploitations. Les agriculteurs ont un certain nombre de leviers, effectivement, sur lesquels on essaye de jouer. Mais il faut reconnaître qu'on est un peu balbutiant encore. C'est-à-dire que quand on parle de CIPAN, on dit avec les CIPAN, on va favoriser les auxiliaires, mettons, ou les pollinisateurs. Ben, en théorie, oui, mais en pratique, on est encore dans des phases un peu expérimentales, même si on sait que c'est la bonne direction. Les bords de champ, l'aménagement, la gestion des bords de champ est fondamentale pour ce qui se passe dans la parcelle. Jusqu'à encore récemment, les agriculteurs ne pensaient que parcelles. On ne pensait pas, le bord de champ était une zone non cultivée dont on ne s'occupait pas, ou on s'en occupait mal d'ailleurs. Donc ça, c'est des choses qui changent. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'agroforesterie, mais l'agroforesterie rejoint ça. L'implantation des haies, la réimplantation des haies, puisqu'on en a perdu beaucoup, est aussi quelque chose qui se gère maintenant en fonction des effets qu'on veut obtenir sur les parcelles. Alors Pierre-Henri Gouillon, on va reparler semences quand même. Oui, je voudrais finir là-dessus quand même. Je voudrais vous dire que je pense qu'à l'heure actuelle, sur ces questions-là, la première chose que je voudrais dire d'ailleurs, qui est un problème global pour moi de la gestion de l'agriculture sur le plan de la durabilité, c'est un problème de réglementation. À l'heure actuelle, je trouve que les réglementations ne sont absolument pas capables de permettre aux entreprises d'avancer dans un sens qui soit vraiment respectueux de la biodiversité et de la durabilité. Et dans la mesure où elles sont en concurrence les unes avec les autres, évidemment, s'il n'y a pas une réglementation qui les aide à le faire, je pense qu'elles n'y arriveront pas. Ça, c'est un premier point. Donc, effectivement, par exemple, maintenant, tout le monde sait que les néonicotinoïdes sont une catastrophe pour les insectes utiles, hein, et on a un mal fou à les faire arrêter. Et la réglementation est très compliquée sur ce plan-là parce qu'en fait, il faut interdire les insecticides un par un à chaque fois qu'il en arrive un nouveau. Donc, on a eu beau montrer qu'il y avait toute une classe d'insecticides qui était une vraie catastrophe pour la biodiversité et en part trop pour les abeilles. Maintenant, l'INRA a démontré définitivement qu'effectivement, une abeille exposée à des doses infimes de néonicotinoïdes, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais quand on traite les semences avec des néonicotinoïdes, on imbibe la semence avec les néonicotinoïdes, on plante la semence, enfin on sème la semence, pardon. La plante qui va pousser, elle va toute sa vie avoir suffisamment de néonicotinoïdes pour empoisonner les insectes qui la touchent. Et au nanogramme, ça marche. Et on a montré maintenant que les abeilles avec quelques nanogrammes de néonicotinoïdes étaient désorientées. Ce qui fait que les tests de toxicité au départ n'ont rien montré. Effectivement, ça ne les tue pas. Juste, elles ne sont pas capables de retourner à la ruche, ce qui revient au même que de les tuer, sauf qu'évidemment, ça ne se voit pas dans une expérience dans un laboratoire. Donc nous avons là, on devrait être capable très rapidement de mettre en place une réglementation disant tous les dérivés des néonicotinoïdes sont pour le moment interdits jusqu'à ce qu'on montre que certains pourraient ne pas être toxiques à ce point-là. Et or, on n'est pas capable de faire ça. Et du coup, il y a une espèce de course débile où des entreprises sont tout le temps en train de ressortir de nouveaux néonicotinoïdes et on interdit des anciens. Enfin bon, moi je pense que là, il y a un problème de réglementation. Qu'est-ce qui bloque alors Comment Qu'est-ce qui bloque? Les entreprises seraient d'accord? Non, je ne suis pas sûr que les entreprises seraient vraiment d'accord. Pour le moment, leur jeu à elles, c'est de dire qu'elles ne sont pas d'accord, évidemment. Mais, et donc, c'est à l'État de prendre ses responsabilités vis-à-vis des entreprises. C'est évident que si vous avez un produit que vous pouvez vendre, de la part d'une entreprise, c'est difficile de dire oui, d'accord, interdisez-moi de vendre ce produit. Je comprends bien leur logique, mais c'est à nous, consommateurs, et à nous, citoyens, et à l'État, de dire bah non, on est désolé, mais ça, on ne veut plus. Est-ce que finalement, à travers... Alors, je vous redonne la parole. Pour vous donner un autre exemple, on a interdit l'atrazine en Europe depuis belle lurette, parce qu'elle était trop dangereuse, mais elle continue à être vendue par Syngenta, hein, excusez-moi, aux USA. Hein, donc, alors qu'on a bien montré que c'était quand même un truc qui était assez dangereux. À travers la charte de l'environnement aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de la part de l'État ou de la part du citoyen justement de faire appel à l'État en le rappelant à ses droits? C'est ce qu'on fait régulièrement et ça marche de temps en temps. Parce que là, légalement, ils sont dans cette obligation-là, si on s'en réfère à ses droits. Oui, mais actuellement, légalement, tout ce qu'ils peuvent interdire, c'est un insecticide, puis un autre, c'est pas une gamme. D'accord. André Faugeroux, alors, les pardon. Est-ce que donc ces insecticides plus généralement, comment est-ce que vous percevez ça? Est-ce que vous en avez conscience? Mais effectivement, on peut comprendre que si vos concurrents font la même chose, vous avez des difficultés à imposer cette éradication de ces insecticides. Alors, sur les insecticides, je peux répondre effectivement. Bon, bien évidemment, on ne partage pas le constat qui vient d'être fait, hein.
Mais ça, c'est pas une surprise, j'imagine. Donc un premier point, c'est que tous les produits de protection des cultures, quels qu'ils soient, sont réglementés en France et en Europe. Vous êtes obligé de passer par tout un filtre réglementaire, d'études, etc., pour montrer que votre produit n'a pas d'impact irréversible. On ne dit pas qu'il n'a pas d'impact. Un insecticide, il est fait pour réduire des populations d'insectes, d'une façon ou d'une autre. Donc, dès l'instant où vous réduisez des populations de pucerons, vous allez forcément avoir un impact, même indirect, sur les prédateurs, les parasites de ces pucerons. Donc, l'important pour les officiels, c'est de pouvoir justifier que cet impact n'est pas irréversible. Donc voilà, nos études répondent à ça, à cette question-là vis-à-vis de la biodiversité. Alors sur les néonicotinoïdes, il y a effectivement une étude INRA qui a été fortement commentée dans les médias, qui se fait à des doses qui ne correspondent pas à des doses de la pratique agricole. Donc nous, on a remis en cause ça, et donc l'étude a été refaite. Et cette nouvelle étude, malheureusement, ne met pas en évidence de problèmes sur les ruches. Donc je pense que voilà, ce n'est pas aussi tranché que ça. Si un produit était tout à fait catastrophique, je pense que ça se saurait très vite. Et là, sur les néonicotinoïdes, entre autres, il y a d'autres sujets, la trazine, on pourra en parler. Sur ces produits-là, c'est pas blanc et noir. Mais il y a quand même le principe de précaution qui est inscrit dans notre droit en France. Oui. Quand il y a autant comment agir dans un contexte d'incertitude voilà, il y a quand même effectivement présomption de quelque chose d'assez important avec des faits éventuellement irréversibles, des conséquences éventuellement irréversibles. Ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, ça j'ai bien compris effectivement, mais il y a cette présomption-là. Comment est-ce qu'on agit dans ces cas-là? Mais ça, c'est tout le travail des pouvoirs publics, de faire la balance entre le bénéfice et le risque. Toute action humaine, hein, vous prenez une voiture, vous avez une chance d'avoir un accident. Ça n'empêche pas qu'on n'interdit pas les voitures pour autant. Donc on essaye de balancer. Et je pense qu'une des conséquences des études que l'on fournit aux autorités et la décision des autorités, c'est de dire « Ok, ce produit, vous pouvez l'utiliser dans telles conditions bien particulières. Et dans ces conditions-là, on sait qu'il n'y a pas d'effet irréversible, inacceptable pour l'environnement. » Pierre-Henri Gouillon, est-ce que respecter les normes, finalement, ça suffit ou pas? Ça dépend comment les normes sont fabriquées. Et bon, on ne va pas épiloguer sur ces questions. Je pense que effectivement, les normes actuellement, elles sont le résultat de négociations compliquées entre divers acteurs, et certainement certaines normes sont tout à fait insuffisantes par rapport aux questions dont on est en train de parler. Moi, vous savez, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des études de folie. Il y a encore quelques années, quand vous preniez votre voiture l'été pour aller et que vous faisiez quelques centaines de kilomètres sur l'autoroute, vous aviez votre pare-brise couvert d'insectes. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez y aller, hein, vous traversez les grandes zones agricoles de France du nord au sud et votre pare-brise, il reste impeccable. Bon, il y a quand même eu une accélération incroyable au cours des dernières années de la disparition des insectes. Alors moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut protéger les champs, mais maintenant, là, on est en train d'attenter à toute la diversité des insectes, et je pense qu'il y a une exagération dans ces domaines-là, et les normes, eh ben, elles ne sont pas prises ce genre de choses en compte. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, on a chacun dit ce qu'on en pensait. Je voudrais maintenant insister sur le fait que si on veut pouvoir défendre les cultures sans avoir besoin de trop de produits, eh bien il faut absolument qu'il y ait de la diversité dans la culture elle-même. Et ça, c'est un élément essentiel. Et je voudrais vous dire que j'ai été vraiment sensibilisé à ça parce que au début de ma carrière, moi j'ai été embauché comme enseignant en génétique et amélioration des plantes à l'AgroParisTech. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai enseigné la génétique et l'amélioration des plantes à l'agro. Et en même temps, j'étais en rapport avec l'INRA et tout le monde se posait la question de savoir comment limiter l'érosion des ressources génétiques. C'était ça le truc. Tout le monde se posait cette question-là. Mais moi, en même temps, ma recherche à moi, je ne la faisais pas dans ce domaine-là. Je travaillais dans un laboratoire du CNRS en écologie où on se demandait comment la nature fait-elle pour fabriquer autant de diversité. Et j'ai fini par me dire qu'il y avait un truc vraiment vexant. Parce que moi, en tant qu'étudiant à l'agro, on m'avait expliqué à quel point maintenant on connaissait tout. Alors, on était vachement fort, on savait tout, on allait tout faire vachement bien. C'était les années 70, la fin des 30 glorieuses, que maintenant d'aucuns appellent les 30 massacreuses. Hein. Vous savez qu'il y a un changement de vision aussi sur cette zone. Donc voilà, on était convaincus de tout savoir, d'avoir appris énormément de choses, et je me rends compte que la nature faisait toute seule des machins que nous, on ne savait même pas comment maintenir. C'est-à-dire que la nature fabrique de la diversité, et nous, on se demande comment ne pas la perdre trop vite. Et puis après, je me suis même rendu compte de pire, c'est que du néolithique au XXe siècle, les paysans complètement idiots en ressemant leurs semences avaient fabriqué plein de diversité.
et que nous, ingénieurs agronomes de la mort, on était en train de se demander comment arrêter de perdre cette diversité qui avait été fabriquée par des types qu'on considérait comme connaissant rien. Donc tout d'un coup, je me suis dit, il y a un truc qui ne va vraiment pas. La question ne devrait pas être comment limiter l'érosion des ressources génétiques, mais comment remettre en œuvre des processus de production de semences qui favorisent la diversité. Or, je pense que ça, c'est un truc que personne n'a fait exprès. On a homogénéisé les cultures de plusieurs façons, mais en particulier par le fait que chaque agriculteur, en gros, ne ressème plus ses semences, que les semences ne sont plus produites que dans des boîtes de production de semences, et que du coup, ça limite la base génétique de façon hallucinante. Or, ça, c'est grave, et tout le monde n'en est pas conscient. D'ailleurs, même l'information ne vient souvent pas aux gens. Il n'y a pas longtemps, tout le monde a entendu parler, enfin, beaucoup de gens ont entendu parler d'une bactérie qui détruit des oliviers en Italie. Hein. Le journaliste du Monde qui s'occupe de ça, qui s'appelle Stéphane Foucard, me téléphone en me disant « Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette bactérie qui détruit les oliviers en Italie ?» Je lui dis « Je peux rien te dire, j'y connais rien. » Je lui dis « Mais juste, je me pose la question de savoir quelle est la diversité des oliviers en Italie. » Il me dit « Tiens, bonne idée, je connais quelqu'un qui travaille là-dessus, je l'appelle. » Et il me rappelle 1 heure plus tard, il me dit « Bingo !» J'ai appelé le gars qui a étudié la diversité des oliviers. Il a repéré 3 zones dans lesquelles les oliviers étaient parfaitement homogènes. C'est justement les 3 zones où la bactérie fait des ravages. Et vous voyez, ça c'est le problème, c'est qu'on n'est pas informé correctement. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a une bactérie qui fait du mal aux oliviers, mais la vraie histoire, c'est pas ça. On devrait dire, on a homogénéisé beaucoup trop les oliviers dans certaines zones, et du coup, il y a une bactérie qui est venue foutre le bazar là-dedans. Si vous pensez aux millions d'hectares de soja qui sont cultivés avec la même variété en Amérique du Sud, on peut prévoir qu'il va y avoir des problèmes majeurs. Et d'une certaine façon, je voudrais finir là-dessus, quand on parle de préservation de la diversité des ressources génétiques, encore une fois, je trouve qu'on a une vision créationniste, biblique du monde, comme si la diversité des variétés était une donnée de départ de l'origine du monde et qu'on puisait là-dedans en essayant de les puiser le moins vite possible. C'est pas ça qu'on doit faire. On doit remettre en œuvre une dynamique dans le système de production de semences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus qu'il y ait des boîtes de production de semences, ça veut dire qu'il faut qu'elles travaillent autrement, de façon participative, avec des agriculteurs qui vont participer à ce mouvement de production de diversité. Il faut revoir du tout au tout le système de production de semences, les réglementations qui vont avec, parce qu'évidemment, pour des raisons évidentes, il y a eu un avantage à mettre des lois qui obligent à l'homogénéité des semences, et ça, moi, à mon avis, vous comprenez, on ne peut pas à la fois dire on veut protéger la biodiversité. On va laisser la parole à... Oui, vous inquiétez pas. On ne peut pas à la fois dire on veut protéger la biodiversité dans les champs et faire briquer des lois qui obligent à ce que les variétés soient absolument homogènes. C'est une contradiction absolue. Donc actuellement, tout est à revoir sur le plan de la production de semences. Merci. André Fougeroux, alors la question de la biodiversité dans les semences, la biodiversité génétique, comment faire en sorte effectivement que ces semences puissent coévoluer aussi avec leur environnement? On a bien compris qu'on était dans un système dynamique et qu'il fallait conserver ce dynamisme-là. Or, si effectivement vous sélectionnez des semences avec des critères uniquement, des critères de rentabilité pour l'agriculture, des critères aussi vis-à-vis de certains insectes. Est-ce que justement c'est pas effacé en fait cette vision dynamique? Est-ce que vous participez pas du coup à cette érosion de la biodiversité et à ce que disait Pierre-Henri Gouillon, peut-être à une potentielle, on parle beaucoup des épidémies, mais on ne parle pas effectivement d'une potentielle épidémie sur les cultures qui serait plus ou moins monospécifique? Oui. Alors là aussi, c'est jamais tranché à 100%. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a à peu près 400 nouvelles variétés qui sont créées chaque année en France. Oui, des variétés, mais sur un même pool génétique quand même. Oui et non, c'est-à-dire sur le pool génétique commun, si j'ose dire. Les producteurs de blé en France ont 350 variétés à leur disposition. Mais après, ils choisissent les variétés qui les intéressent pour leur situation. Est-ce qu'elles coévoluent avec leur environnement? Elles ont été produites en s'accordant avec les demandes de ce que les agriculteurs voulaient. Ah oui, donc pas forcément l'environnement lui-même. L'environnement de ce qu'on en connaissait, si vous voulez. Donc les agriculteurs, ce qu'ils nous demandent, c'est des variétés qui effectivement sont productives, vont produire tel type d'huile plutôt que tel autre, parce que l'industrie agroalimentaire a besoin de telle huile par rapport à telle autre. Hein, ça, si je parle du tournesol, par exemple. Ils vont nous demander des variétés qui résistent aux maladies ou aux ravageurs qui les embêtent. Donc, nous, à partir du pool génétique disponible, on va mettre au point ces variétés-là. Et je peux vous dire qu'une variété qui n'intéresse pas les agriculteurs, ils ne vont jamais la cultiver. Ils la mettront même pas en place.
coup, pour revenir à ce que disait Pierre-Henri Gouillon, il y a effectivement, vous répondez à vos clients, ce qui est légitime de la part de votre entreprise. Une entreprise doit répondre à ses clients qui sont les agriculteurs, à leurs demandes. Cela dit, après, il y a une demande sociétale, une demande environnementale qui est plus large, effectivement, qui n'est peut-être pas le rôle de Syngenta ou des autres semenciers d'assumer ce rôle-là, mais il y a bien donc une nécessité de réglementation à un moment donné pour satisfaire, effectivement, en introduction, on parlait de changements globaux, pour répondre à ces changements globaux qui n'est pas finalement, enfin, c'est pas votre job de répondre à ces changements globaux aujourd'hui. Ben, quand même, je reviens sur la demande sociétale. Je prends l'exemple des tomates en ce moment. Les tomates, les consommateurs veulent des petites tomates style cocktail, là. C'est la demande sociétale. Voilà. Moi, je n'ai pas de préférence pour la petite tomate, la grosse tomate, la rouge, la jaune, je m'en fiche. Mais la plupart des consommateurs veulent tel type de tomate. Donc, ce que l'on fait, c'est à partir des ressources génétiques disponibles, on essaye de mettre au point des variétés qui vont répondre à cette demande-là. Après, choix à l'agriculteur de prendre ou de ne pas prendre cette variété de tomates. Et puis, il y a quand même quelque chose que je voudrais signaler, c'est que les agriculteurs peuvent faire leurs semences eux-mêmes. Un des droits fondamentaux en France et en Europe, c'est le droit du sélectionneur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les commercialiser. Alors, il ne peut pas les commercialiser pour des raisons effectivement d'homogénéité, de qualité sanitaire, etc. Mais c'est plus pour des raisons commerciales, je dirais, que pour des raisons on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un catalogue auquel il faut répondre, etc. pour rentrer dans une logique économique quand même. L'agriculteur, il reste dans cette logique économique aussi. Oui, mais j'insiste quand même sur ce fait que n'importe quel agriculteur a le droit de créer sa propre semence. Et d'utiliser sa propre semence. Alors, il n'y a aucun interdit de ce côté-là. Je voudrais juste qu'on termine, avant de laisser une ou deux questions au public, par la question des changements globaux, justement. Moi, c'était il y a un an, j'étais en Colombie, sur un réseau qui est en train de se créer, un réseau de semences qu'ils appellent créoles, qu'on dirait paysannes chez nous. Effectivement, il y a eu une sécheresse assez importante il y a 2 ans, et les semences créoles, finalement, ont pas mal tenu en termes de rendement par rapport aux semences dites améliorées. Donc, dans une perspective d'avenir, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte aussi cette variété, cette capacité de réponse et de résilience en fait, des semences paysannes? Alors, je voudrais d'abord revenir sur le fait que les agriculteurs ont le droit de ressemer leurs semences. Déjà, ils ont le droit de les ressemer, mais ils n'ont même pas le droit de les échanger entre eux. Parce que comme ils n'ont pas le droit de les vendre et que l'échange entre eux est considéré comme une vente en nature, du coup, ça limite ça. Or, évidemment, la production de diversité dans les semences paysannes nécessite des échanges entre agriculteurs. Donc, il y a quand même déjà un vrai problème réglementaire sur la capacité à faire des semences paysannes. Cette interdiction d'échanger est tout à fait scandaleuse. Deuxièmement, le fait qu'on ne puisse pas vendre une variété si jamais il y a de la diversité est une catastrophe parce qu'on sait bien que même si on cherche des résistances polygéniques, comme ça a été dit tout à l'heure, aux maladies, un mélange de gènes de résistance est bien plus efficace qu'une résistance homogène pour toutes les plantes d'un même champ. On le sait. Le seul intérêt de faire des choses homogènes, c'est que ça permet plus facilement de décrire les choses au catalogue et plus facilement à l'obtenteur de protéger son obtention. C'est tout. Le troisième point, c'est que quand même en France, on s'est fichu du monde avec une taxe absolument incroyable, dont le titre même est incroyable, hein, c'est la contribution volontaire obligatoire. Hein, chaque agriculteur qui ressème ses semences doit volontairement, obligatoirement donner de l'argent. Donc il y a quand même déjà pas mal de freins à toutes ces choses-là, puisque si vous ressemez vos semences, vous payez quand même quelque chose. Et donc voilà, il y a énormément de choses qui ne vont pas dans cette affaire de semences. Je n'aurai pas le temps de vous détailler tous les aspects législatifs qui ne fonctionnent pas. J'insiste quand même sur le fait que interdire aux agriculteurs d'échanger des semences en France et leur faire payer une taxe et interdire de commercialiser une variété qui possède de la diversité, tout ça c'est complètement scandaleux. Et je voudrais dire que ce qui est vrai pour l'Europe n'est pas vrai pour le reste du monde, que la plupart des entreprises aujourd'hui s'amusent à rentrer des gènes dans les variétés et à les breveter, ce qui permet non seulement d'interdire totalement aux agriculteurs de ressemer leurs semences à eux, mais même à des agriculteurs de ressemer leurs semences parce qu'ils ont été contaminés par les champs des voisins qui ont amené les gènes brevetés dans leurs semences. Donc il y a une appropriation absolument incroyable de la diversité des semences par les entreprises qui brevettent des gènes à l'intérieur. Donc au niveau mondial, actuellement, il y a un problème énorme de propriété intellectuelle sur les semences, sur les gènes. On a réussi chez les humains à dire qu'il fallait arrêter de breveter les gènes.
eh bien, il faut arriver à le faire, pas seulement chez les humains, mais chez les plantes, chez les animaux domestiques. Les gènes, c'est pas brevetable et c'est complètement scandaleux qu'on le fasse à l'heure actuelle. Voilà. Oui, alors on peut rappeler peut-être que c'est l'Office des brevets européens qui, pour la première fois quand même au monde, même l'Office des brevets américains n'avait pas voulu aller aussi loin, qui a breveté un gène natif très récemment sur des brocolis et sur des tomates. Donc la brevet des gènes natifs, c'est une folie de plus. Heureusement, pour le moment en Europe, un agriculteur a le droit de ressemer ses semences. C'est ce qu'on appelle le privilège de l'agriculteur. Je déteste ce mot, ça devrait être le droit imprescriptif des agriculteurs de ressemer leurs semences. Je voudrais bien savoir, dans le cas où TAFTA passerait, combien de temps on tiendra en Europe avec ce droit des agriculteurs à ressemer leurs semences. Moi, je suis inquiet. Pour le moment, tous les signes vont dans le mauvais sens sur le plan de la diversité des plantes cultivées. Et espérons qu'il n'arrive pas à nos cultures, à nos grandes cultures, ce qui est arrivé aux oliviers récemment. Alors, je vous propose, si vous avez une ou deux questions, vous souhaitez... Juste un tout petit commentaire quand même. Je voudrais prendre l'exemple des producteurs de colza en France. Les producteurs de colza en France, à 20%, ressèment leurs propres semences. 20% d'entre eux. Les 80 autres pourcents, effectivement, achètent des hybrides. Ça c'est leur choix à eux. Je veux dire, nous, on n'intervient pas sur cette question-là, si ce n'est d'offrir un catalogue. Voilà. Oui, bien sûr, les agriculteurs ressèment leur colza, ils font de la semence de ferme. Simplement, les génotypes qui sont ressemés sont quand même perdus. Ils vont ressemer quelques générations, puis après c'est fini. La diversité génétique qui se trouve dans les champs est définitivement perdue et ces gènes-là ne retourneront jamais dans le pool qui sert à fabriquer des semences chez les semenciers. C'est-à-dire que lorsqu'un agriculteur ressème ses colzas, si jamais apparaît là-dedans un colza génial qui fait des trucs vachement bien, personne ne le saura jamais parce qu'il va partir faire écrabouiller et faire de l'huile. Voilà, il nous reste 2 minutes, il y a une question. Alors voilà, vous avez levé la première, ce sera la seule. Yves Égal, oui. J'ai l'impression qu'on a confondu deux biodiversités. Je dirais qu'il y a la biodiversité de la nature, qui est la vraie biodiversité, et puis la biodiversité des champs, qui ne sont pas du tout le même problème. Donc moi, surtout, et je n'ai pas vu qu'on parlait du lien entre la biodiversité, surtout celle des champs, et le réchauffement climatique. Eh bien, je voudrais dire qu'il y a des changements globaux qui sont à attendre. Ils sont du climat, mais vous savez, quand vous changez de climat, vous changez tout, vous changez les parasites, etc. Il y a deux manières d'imaginer les choses. Quand on va avoir des problèmes parce qu'un nouveau parasite arrivera, attaquera les champs, parce que la sécheresse arrivera, etc., soit vous avez des cultures qui contiennent une diversité, et à ce moment-là, vos cultures, elles s'adapteront d'elles-mêmes. Soit vous avez une homogénéité totale et à ce moment-là, il va falloir mettre des pesticides, changer toutes les variétés d'un coup, etc. Et donc l'adaptation ne passe que par la diversité, que ce soit dans les champs ou dans les milieux naturels. Il nous reste 1 minute. Alors, juste prendre, sur la diversité en général, juste prendre l'exemple de la rouille brune du blé. Donc, 18e siècle, grosse attaque de rouille brune sur les blés, qui était pourtant, il y avait la diversité génétique de base, qui a conduit à l'éradication par décret de l'épine vinette en France. Vous ne trouvez plus d'épine vinette à cause de la rouille brune. Pourtant, on avait la diversité génétique. La réaction à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de solution chimique pour le coup, la réaction, ça a été de détruire l'épine vinette qui était un des hôtes de la rouille brune. Voilà. Donc là, on a perdu en biodiversité, je suis d'accord, à cause d'une maladie qui s'était pourtant développée sur des blés qu'on pourrait qualifier presque de biologiques. Bien, Pierre-Henri Gouillon, André Fougeroux, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce débat. Et n'oubliez pas votre livre blanc si vous ne l'avez pas eu. Merci beaucoup.